un peu partout dans Paris, on voit des affiches surmontées, ornées du drapeau sénégalais. C'est parce qu'au Grand Palais et dans 2 autres galeries à Paris, il y a des expositions d'artistes sénégalais. Et puis dans l'église de Saint-Eustache, on peut entendre également des chœurs sénégalais. Que pense le président du Sénégal de cette manifestation intense de son pays en plein Paris? Je vous dirais d'abord que naturellement c'est moi qui ai eu l'idée de cette présence sénégalaise à Paris, mais je dois vous dire que cela procède d'une volonté politique et d'une méthode. En effet, au lendemain de notre indépendance, nous avons décidé de mener de front le développement économique et le développement culturel. C'est ainsi que nous dépensons depuis quelques années 33% de notre budget de fonctionnement pour l'éducation, la formation et la culture en général. Donc, au lendemain de l'indépendance, nous avons décidé de créer une peinture sénégalaise, une sculpture sénégalaise, une tapisserie sénégalaise, et actuellement, nous faisons effort pour créer une nouvelle architecture sénégalaise. Après le président, c'est au poète, à l'homme de culture, au créateur que je m'adresse. Et là, je ne vous appelle plus Monsieur le Président, je vous appelle Léopold Sédar Senghor avec votre permission. Que pense-t-il, ce créateur, ce poète, de toutes ces peintures, de cet art nouveau, né d'un art ancien, qui quand même porte la même signification d'un continent? Le problème est assez complexe s'agissant du Sénégal parce qu'une fausse interprétation de l'islam avait banni le culte de l'image au Sénégal, sauf tout à fait dans le sud, en Casamance et au Sénégal oriental. Il nous a fallu réinventer un nouvel art sénégalais, et vous l'aurez remarqué, la plupart des peintres ne vous peignent pas la vie courante, ne vous sculptent pas ce qu'ils voient, mais ils vous peignent, ils vous sculptent des images archétypes. Presque symboliques. Presque symboliques, ce sont les rois, des dames, des génies, la forêt, le désert, etc., etc. Et naturellement, ils ont retrouvé le style négro-africain en général, soudano-sahélien en particulier. Là encore, le problème est plus complexe. Vous voyez les premiers peintres les plus âgés comme Iba Ndiaye et surtout Papa Ibra Tall. Je me rappelle quand j'étais député à l'Assemblée nationale française et que Tall venait me voir en me montrant ses premières œuvres. Il avait été élève de l'école des beaux-arts et je lui disais, vous avez acquis la technique, mais le style c'est très toubab, c'est-à-dire que c'est très blanc européen. Il vous faut aller au musée du Trocadéro, regarder les œuvres africaines jusqu'à en être obsédé. Et je discutais avec lui pour lui faire comprendre l'essentiel de l'art négro-africain qui est toujours une image, mais une image symbolique, mais encore et surtout une image rythmée, avec le style négro-africain des parallélismes asymétriques. Je crois que cela résume très bien tous les tableaux et toutes les sculptures qui sont exposées, toutes les tapisseries qui sont exposées actuellement au Grand Palais. Des foules visitent au Grand Palais cette exposition
de l'art contemporain sénégalais. Et si, par hasard, un groupe de personnes ou une seule personne vous rencontrez et vous demandez à vous, Léopold Sédar Senghor, de l'accompagner, d'être son guide, de lui dire en somme ce qu'il devrait se dire à lui-même devant cette exposition, que diriez-vous? Je tâcherai de l'aider, mais je ne le guiderai pas, j'essaierai de lui faire découvrir la vérité de ses tableaux et de ses sculptures. Et je lui demanderai d'abord ses impressions. Et sans doute il réagirait en s'étonnant de ce qu'il considère comme étrange. Je tâcherai de lui expliquer ses impressions. Par exemple, devant la violence des couleurs, devant l'abstraction des formes. Et surtout, j'essaierai de lui expliquer que chaque tableau a une signification. Et que surtout, que chaque tableau est rythmé. Et je prendrai des exemples précis pour lui montrer que dans tout tableau, il y a des symétries, mais il y a des symétries asymétriques. Dans les formes, dans les couleurs. Et surtout, j'essaierai de lui dire que pour le négro africain, l'art est révélation et l'art est connaissance. Je lui ferai remarquer, par exemple, que la plupart des peintres sont situés à gauche, il y a même des gauchistes, mais je lui montrerai qu'il ne peigne pas les problèmes d'aujourd'hui, parce que les problèmes d'aujourd'hui, c'est de l'anecdote. Et je lui révélerai qu'il y a toujours le retour du négro africain aux forces invisibles qui rythment sa vie et son destin. Et je crois en dernier lieu, nous allons parler du dynamisme, de l'élément vie dans la création négro-africaine. Est-ce que la vie, le dynamisme, la force de vivre reste une abstraction? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit le comprendre dans le sens artistique ou dans le sens vivant du terme? Ce dynamisme vient d'abord, je ne dirais pas des idées, il faudrait plutôt dire des idées, sentiments. Encore une fois, il s'agit des princes, des rois, des athlètes, des génies, des dieux. Et surtout, ces images sont exprimées selon le rythme négro-africain. Un rythme toujours asymétrique, avec des correspondances, mais surtout avec des contretemps et des syncopes. Le rythme en général, le rythme indo-européen est un rythme dichotomique. 1, 2, 2 et 2 font 4, n'est-ce pas? Tandis que chez nous, c'est 1, 2, mais 3. 2 et 2 ne font pas 4, mais font 5. Parce qu'il y a toujours un décalage, c'est le fameux swing, la respiration. Oui, exactement. Par exemple, je vais prendre un exemple précis. Il s'agit d'une pensée wolof que j'aime bien. Nit, moi, garab ou nit. Si vous étudiez cette simple phrase, il y a 3 accents. Nit, moi, garab ou nit. Et entre ces 3 syllabes accentuées, vous avez d'un côté une syllabe atone, mais de l'autre, vous n'avez pas une syllabe atone, mais vous avez 2 syllabes atones. Et c'est là, n'est-ce pas, ce que j'appelle le parallélisme asymétrique. Il n'y a pas un rythme dichotomique, il y a un rythme dialectique. Et c'est cela qui exprime physiquement, sensuellement, le dynamisme. Et ce que je vous dis là, j'ai choisi une phrase, mais je pourrais choisir une tapisserie, une sculpture, et on retrouverait le même rythme négro-africain qui est fait de diversité dans l'unité. On a résolu à moitié un problème quand on en a fait l'historique, et je me reporte à quelques 40 ans en arrière, à la fin de mes études, ou plutôt plus loin encore, quand j'étais étudiant en Sorbonne, qu'avec Aimé Césaire, Léon Damas et quelques camarades, nous lancions le mouvement de la négritude. Nous avions commencé par revendiquer passionnément notre identité nègre, et je peux le dire maintenant, nous étions même racistes.
J'avais commencé par être déchiré, déchiré par ce double courant qui m'entraînait vers les valeurs du monde noir et qui me retenait dans les valeurs européennes et françaises en général. Aujourd'hui, je ne me sens pas du tout déchiré, mais j'ai dû vivre une passion au sens étymologique du mot. Donc nous avions commencé par revendiquer notre négritude avec passion, mais il y a eu la guerre, il y a eu le nazisme. J'ai été prisonnier pendant 2 ans et je me suis mis à relire les Grecs et je me suis mis à méditer sur le miracle grec et j'ai fini par découvrir que le miracle grec, c'était le miracle du métissage culturel. Ce sont les Grecs qui, pendant plus de 1000 ans, ont fait les plus grands éloges des négro-africains. Et c'est pourquoi, à la négritude ghetto, nous avons peu à peu substitué la négritude enracinement mais ouverture. Et nous avons pensé que pour réaliser l'évangile que nous prêchions, pour employer une formule de Sartre, il nous fallait être des métis nous-mêmes et assimiler les valeurs fécondantes de la civilisation européenne en général et française en particulier, qu'il fallait greffer sur la raison intuitive, la raison discursive. Et il fallait que ces 2 raisons se fécondent mutuellement, car c'est dans cette fécondation que le miracle grec s'est produit, et c'est le cas de la France. Qu'est-ce que c'est que la France? Il y a 2 races en France. Il y a les Méditerranéens au sud de la Loire et il y a les Indo-Européens au nord de la Loire. Et c'est la greffe indo-européenne sur la racine, sur le tronc méditerranéen qui fait la valeur incomparable de la civilisation française. Et la langue française elle-même est une langue métisse. Dans l'Afrique précoloniale, nous avions une poésie orale, une poésie chantée. D'ailleurs, dans nos langues sénégalaises, le même mot veut dire chant et poésie à la fois. J'ai été très influencé par les poétesses populaires de mon village qui composaient des chants gymniques qu'ils chantaient pendant les séances de lutte, des chants de travail, des chants de danse, des chants de festin. Ainsi chez nous, ce qui sépare la poésie de la prose, ce n'est pas un certain arrangement de vers ayant le même nombre de pieds, mais chez nous, il y a poésie quand il y a une unité d'accent rythmique. Le rythme, ce n'est pas la répétition, le rythme, c'est la reprise, mais sur un mode différent. Je vais vous réciter par exemple un poème de Damas. Ils sont venus ce soir, où le tam-tam roulait de rythme en rythme, la frénésie des yeux, la frénésie des mains, la frénésie des pieds de statue. Et depuis, combien de mois, moi sont morts, depuis ce soir où le tam-tam roulait de rythme en rythme, la frénésie des yeux, la frénésie des mains, la frénésie des pieds de statue. Au premier abord, il semble qu'il n'y ait pas rythme négro-africain, c'est-à-dire au début et à la fin, vous avez exactement la même phrase. Mais si vous prenez le milieu, vous voyez qu'il y a une rupture et quelque chose de nouveau qui produit un déséquilibre. J'ai commencé à entrer au contact du français assez tard, puisque je n'ai été à l'école qu'à partir de 8 ans. Mais tout jeune, chez mon père, j'étais frappé par le charme de la langue française quand mon père recevait quelques amis français. C'est le père Dubois, un Normand, qui a commencé à m'initier au français. Et j'ai eu l'occasion de le dire dans notre face-à-face, vous vous rappelez, que la langue française me paraissait délicieuse comme de la confiture. Et ensuite, c'est ensuite
que j'ai commencé mes études primaires à l'école des Pères du Saint-Esprit en Ngazobil, et c'est là vraiment que j'ai pris goût à la lecture. Mais quel est le premier livre que vous avez lu pour votre plaisir, en dehors des livres de classe? Je crois que j'ai toujours eu plaisir à lire. Je me rappelle à l'école des Pères du Saint-Esprit en Ngazobil, je lisais surtout des auteurs comme Bourget, Bazin, Bordeaux. Et naturellement, je lisais également les livres qui étaient à la mode et qui sont encore à la mode. La comtesse de Ségur, Dumas, Christophe, etc., etc. Bon, alors donc vous avez lu les livres des petits-enfants français, c'est-à-dire le folklore des enfants français. J'ai lu les livres des enfants français et j'ai fait mieux. Oui. Les pères étaient alors abonnés à 2 hebdomadaires, l'Étoile noëliste et le Sanctuaire, oui, où il y avait des romans en feuilleton. Je me rappelle très bien encore Guyot, le faiseur d'images, qui se passait au Moyen-Âge, Solange de Morton, qui avait épousé un aveugle de guerre, et j'ai retrouvé ces revues dans le grenier de la tante de ma femme. Naturellement, je les ai conservées précieusement. J'avais une boulimie de la lecture. Dès que j'avais quelques minutes, je me réfugiais dans un coin et je me jetais sur les livres et j'attendais l'Étoile noëliste et le Sanctuaire toutes les semaines, vraiment comme on attend une récompense. J'avais un compagnon et un maître. Mon compagnon, c'était Joseph Faye, qui a fait des études dans une université grégorienne à Rome, qui est devenu évêque et qui est maintenant à la Trappe. Un homme intelligent et un saint homme. Et j'avais comme maître le père Le Doiron, un breton, comme l'indique le nom, qui m'a fait aimer et la lecture et le plein chant. Nous avions très peu de livres, oui, mais comme nous étions des forts en thème, Joseph Faye et moi, le père Le Doiron, exceptionnellement, nous donnait des livres à lire. Oui. Les livres de la bonne presse, naturellement. Nous étions chez les Pères du Saint-Esprit. Et plus tard, quelles ont été vos lectures lorsque vous étiez étudiant à Paris? Quels ont été les auteurs vers lesquels vous vous êtes dirigé? Vous m'avez demandé tout à l'heure quelle a été la première lecture qui m'ait procuré un réel plaisir. Je vous dirais que je n'ai eu de plaisir, non pas réel, mais complet, cœur et esprit, que dans mes lectures de Cagne. Oui. Je dois dire que Georges Pompidou ne sait pas le service qu'il m'aura rendu en m'initiant à la lecture d'auteurs modernes qui étaient à la mode en Cagne entre 1928 et 1930, comme Gide, Proust et Maurice Barrès. Maurice Barrès a eu une très profonde influence sur moi. Je crois que c'est la première fois que j'ai eu la sensation d'une œuvre complète et que toutes mes facultés ont été éveillées et comblées. Car il y avait le style qui est un enchantement. Et il y avait cette passion et cet enracinement dans la tradition. Je crois que dans ma conception de la nation et de la négritude, je crois que je dois beaucoup à Maurice Barrès. Voilà un point qui est tout à fait passionnant, parce qu'en effet, Barrès, qui a été tellement influencé par le culte des grands morts, le culte des ancêtres, est aussi un théoricien des jeunes nations. Monsieur le Président, peu d'hommes en France parlent un français aussi pur, aussi châtié que le vôtre. On sent que cette langue est un instrument indispensable à votre pensée. Est-ce dû au hasard des circonstances ou bien est-ce un choix? En un mot, si c'était à refaire, choisiriez-vous le français? Il y a le hasard des circonstances. Mon passage à Joal entre les mains du père Dubois, un Normand,
puis à Ngazobile, entre les mains du père Le Doiron, et ma rencontre avec mes camarades cagneux, dont Georges Pompidou, n'est-ce pas? Il y a une part de hasard. Mais il y a également une part de choix. Je reviens sur ce que vous avez dit. Je parle le français, non pas bien je parle le français, comme je parle le français des livres, parce que évidemment j'ai appris le français dans les livres. Donc je dis qu'il y a une part de choix. Je me rappelle, c'est en troisième que j'ai commencé à prendre conscience des réalités, de la nécessité de choisir. Et c'est en troisième que j'ai pris mes options, comme on dit aujourd'hui. Là encore, j'avais un maître, le père Lalouse, qui est maintenant à la trappe, comme Monseigneur Faye. Et souvent d'ailleurs, quand j'ai quelques succès, je me dis que c'est grâce à la prière de mes trappistes. Donc, le père Lalouse était très conservateur. Il nous affirmait, quand nous contestions, quand nous réclamions des draps, il nous renvoyait au pagne de nos ancêtres et nous disait qu'il n'y avait pas de civilisation chez nous. Et d'autre part, il ajoutait que nous étions encore de grands enfants, qui nous laissions prendre aux verroteries des mots. J'avais l'impression, ayant vécu une certaine civilisation dans ma famille, au contact des légendes d'autrefois, j'avais l'impression que nous avions une véritable civilisation. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai conçu non pas le mot, mais l'idée de négritude, c'est-à-dire un ensemble de valeurs de civilisation propres à un peuple. Et quant à l'argument que nous n'allions pas au fond des choses, jusqu'à la substantifique moelle des mots, que nous laissions prendre aux verroteries des mots, naturellement, j'étais vexé. Et alors je pris la résolution d'aller au fond des mots, d'aller au fond des choses. Je pris la résolution de travailler pour être toujours premier en français. Bien sûr, ce fut facile pour moi. Dans les classes du second degré, en Cagne, naturellement, c'était plus difficile. Ça s'est révélé même impossible. Mais c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressé consciemment au français, et c'est de là que date en quelque sorte ma vocation de grammairien. Oui, parce qu'en effet, vous êtes l'inventeur du mot francité, comme vous l'avez été du mot négritude. Il y a pour nous Français quelque chose de très émouvant dans le fait que ces deux mots aient été inventés par le même homme qui n'est pas français. Vous avez fait, vous le disiez tout à l'heure, ce qu'on peut faire de plus français au monde, une agrégation de lettres à l'école normale. En même temps, vous avez été l'artisan de l'indépendance de votre pays. Et on n'a jamais eu l'impression que ces deux attitudes se combattaient, ni que vous étiez le siège d'un conflit. Est-ce vrai et pourquoi ? Je précise tout d'abord que je ne suis pas agrégé de lettres, mais agrégé de grammaire. C'est encore plus français. Si vous voulez. Oui, vous êtes vraiment là au cœur de la question. C'est ça. D'autre part, c'est Aimé Césaire qui a inventé le mot de négritude, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai inventé le mot de francité, mais enfin, consciemment, j'ai jeté ce mot dans la circulation. La francité, c'est objectivement l'ensemble des valeurs de civilisation, de la langue et de la culture française. Mais c'est aussi objectivement la participation de tous qui parlent français, de tous les francophones, à cet ensemble de valeurs. Tout de même que la négritude, c'est l'ensemble des valeurs des civilisations du monde noir, tandis que la négrité serait subjectivement la participation individuelle ou collective aux valeurs de la négritude. Pour en revenir, n'est-ce pas, à la francité, originairement, n'est-ce pas, la francité comme objet ou comme sujet, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui se cantonne dans l'Hexagone. Mais à la mesure du développement de nos nations respectives, la francité
deviendra quelque chose non pas de moins français, mais la francité s'étendra peu à peu à l'ensemble du monde et la francité sera, ce que j'ai dit, une sorte de noosphère autour du monde. Et c'est pourquoi c'est extrêmement important pour nous. Conflit. Bien sûr, j'ai commencé par vivre un drame, un conflit, puisque j'étais déchiré entre l'Afrique, entre le Sénégal et la France et l'Europe. Mais peu à peu, je suis parvenu quand même à trouver des solutions. Et cette solution se trouve dans la théorie de la civilisation de l'universel ou de la complémentarité. Il se trouve que chaque continent, chaque race, chaque nation développe un trait de la condition humaine. Par exemple, chez nous, jusqu'ici, nous avons surtout développé la raison intuitive, tandis que vous avez développé vous avez développé l'autre raison discursive. Et ce qui fait le miracle d'un peuple comme le peuple grec, c'est que le peuple grec a développé en même temps la raison discursive et la raison intuitive dont Platon et même Aristote ont fait un vif éloge. Et je me suis demandé d'où venait le miracle grec, à y réfléchir. Quand on fait l'histoire et même la préhistoire de la Grèce, le miracle grec est le résultat d'un métissage. Vous savez, avant l'arrivée des Indo-Européens, Hellènes, sur les bords de la Méditerranée, il y avait là un peuple très métissé, qui était un métissage de races plus ou moins négroïdes et de blancs méditerranéens, justement qui avait développé une civilisation très brillante, n'est-ce pas, qui partait de la raison intuitive, et les Grecs, les Indo-Européens leur ont apporté la rationalité, l'esprit de méthode. Et c'est pourquoi nous ne sommes plus déchirés. Nous pensons que nous devons nous enraciner très profondément dans les valeurs de la raison intuitive, dans les valeurs d'imagination, de rythme, n'est-ce pas, de la négritude, et que nous devons nous épanouir aux apports fécondants de l'Europe, en particulier à la raison discursive, à l'esprit d'organisation et de méthode.